Bonsoir et bienvenue sur NTD Actualité. Hier, la première ministre Elisabeth Borne a présenté l'impopulaire réforme des retraites qui a d'ores et déjà conduit à des grèves et pourrait mettre à l'épreuve la capacité du président Emmanuel Macron à réformer le système. La réforme des retraites, longtemps retardée, est selon Borne un moyen de faire face à la réalité. Selon un sondage Doxa, 4 Français sur 5 s'opposent à un âge de la retraite fixé à 64 ans, alors que beaucoup sont déjà confrontés à une crise du coût de la vie. Ce projet suscitera des commentaires, des débats et des oppositions, mais je souhaite d'ores et déjà dire que la confrontation d'idées peut se faire sans désinformation, sans agiter les peurs. Alors je le dis clairement, non, ce projet ne se mettra pas en œuvre du jour au lendemain. L'âge de départ sera relevé progressivement sur une durée de 8 ans. La refonte du système de retraite comprend aussi le passage du minimum retraite à 1 200 €, qui sera étendu à tous les retraités. Et je veux le souligner, avec un âge légal de départ à la retraite qui atteindra 64 ans en 2030 et 43 années de cotisation, l'objectif sera atteint à cet horizon. Notre système par répartition sera alors à l'équilibre. La prochaine étape pour Emmanuel Macron et Elisabeth Borne sera de faire adopter la réforme au Parlement, où ils ne disposent pas de la majorité absolue. Cela semble moins difficile qu'il y a quelques semaines, après que le gouvernement a fait quelques concessions au parti conservateur, les Républicains, qui n'est malgré tout pas uni sur la question. La France Insoumise et le Rassemblement National ont déclaré qu'ils s'opposeraient à la réforme. Un mouvement de grève générale est à l'étude pour les prochaines semaines si le gouvernement venait à passer en force au Parlement. Dans un communiqué, l'intersyndicale appelle les salariés à se mobiliser fortement le jeudi 19 janvier contre une réforme considérée comme brutale pour les plus précaires et injustifiée, alors que le système des retraites est hors de danger. En Suisse, l'UDC, le parti d'Union démocratique du centre, s'apprête à lancer un référendum visant à bloquer un projet de loi ayant pour objectif de réduire les émissions de gaz à effet de serre. Le nombre de signatures a largement dépassé le nombre requis pour le lancement d'un référendum et permettra par conséquent à la population suisse de se prononcer au mois de juin sur la question. Lundi 9 janvier, l'UDC a annoncé avoir récolté plus de 80 000 signatures s'opposant au contre-projet du Parlement à l'initiative sur les glaciers, un texte qui demande à la Suisse d'atteindre la neutralité carbone d'ici 2050. Ce contre-projet permettrait d'accélérer la réduction des émissions de CO2 ainsi que le déploiement des énergies renouvelables, notamment l'énergie solaire, grâce à un financement de 2 milliards de francs suisses. L'UDC affirme pour sa part qu'imposer ce genre de réduction supplémentaire est contre-productif dans le contexte de la crise énergétique actuelle et reviendrait à consentir à une véritable dictature écologique. Selon le conseiller national valaisan Michael Graber, l'objectif de la neutralité carbone en 2050 requiert l'interdiction du mazout, de l'essence, du diesel et du gaz. Dans ce contexte, le chauffage et la conduite automobile ne seraient possibles qu'avec de l'électricité, ce qui ne ferait qu'accentuer la crise énergétique et conduirait à l'explosion des prix de l'électricité et des produits de première nécessité. En outre, les énergies renouvelables ne permettent pas de produire de l'électricité en quantité suffisante et à un prix abordable pour remplacer l'énergie nucléaire. Ce n'est pas la première fois que des initiatives allant dans le sens de la lutte contre le réchauffement climatique sont freinées. Jugée trop extrême par une majorité du Parlement, une initiative sur les glaciers avait déjà été provisoirement retirée au profit d'un contre-projet indirect du Parlement qui prévoit le remplacement des chauffages polluants, l'assainissement énergétique des bâtiments et une offensive sur le solaire qui facilitera la construction de grands parcs solaires alpins. À noter que la votation relative au contre-projet devrait avoir lieu le 18 juin de cette année, à l'occasion des votations du deuxième trimestre. Et chez nos voisins allemands, la situation reste tendue entre les militants du climat et la police dans un village abandonné de l'ouest du pays. Plusieurs centaines de manifestants tentent d'empêcher les bulldozers d'accéder à la zone pour l'expansion d'une mine de charbon. La police a commencé à retirer des barricades pour procéder à la démolition.
Plusieurs centaines de militants pour le climat ont tenté mardi d'empêcher l'entrée de machines de chantier dans un village abandonné d'Allemagne. Des échauffourées ont eu lieu entre les écologistes et la police. Alors que les excavatrices commençaient à dégager les barricades, des agents ont emporté une douzaine de militants qui s'étaient regroupés dans une tranchée. Lützerath, près de Cologne, est devenu un champ de bataille entre le gouvernement et les écologistes. Il doit être défraîchi pour l'expansion d'une mine de charbon. Un tribunal régional a rejeté l'argument des militants selon lequel la désobéissance civile sur le site était justifiée en raison du changement climatique. Je pense qu'il est inacceptable que nous continuions à brûler du charbon. Malgré la crise, malgré toutes les différentes difficultés que nous rencontrons sur le marché de l'énergie, nous sommes confrontés à la crise climatique qui sera une crise nettement plus importante que tout le reste. La société de services publics RWE, propriétaire du village, veut extraire le charbon en profondeur, arguant qu'il est nécessaire pour assurer la sécurité énergétique de l'Allemagne. La mine à ciel ouvert voisine doit fermer d'ici 2030. Certains militants étaient perchés sur des trépieds pour tenter de bloquer une route clé menant au village, d'autres ont érigé des barricades et autres mesures défensives. La police a déclaré qu'elle s'attendait à ce que l'opération soit difficile. Cette opération est un défi, car comme nous l'avons vu hier, nous pouvons aussi être confrontés à des criminels violents pendant cette expulsion. Il a précisé que des pierres avaient été lancées sur les agents. La police s'attend à ce que l'opération d'expulsion dure au moins 4 semaines. Les militants disent qu'ils peuvent tenir jusqu'à 6 semaines. Et au Royaume-Uni, le gouvernement présente un nouveau projet de loi exigeant des niveaux de services minimum dans des secteurs clés en cas d'action revendicative. Hier, le secrétaire d'État aux affaires britanniques, Grant Shapps, a fait une déclaration devant les communes. Je présente donc un projet de loi qui donnera au gouvernement le pouvoir de s'assurer que les services publics vitaux devront maintenir une fonction de base en assurant des niveaux de sécurité minimum, en veillant à ce que des vies et des moyens de subsistance ne soient pas perdus. Monsieur le Président, nous nous penchons sur 6 domaines clés, chacun d'entre eux étant essentiel pour assurer la sécurité des Britanniques et le fonctionnement de la société. Il s'agit de la santé, de l'éducation, des incendies, des urgences, des transports, de la sécurité des frontières et du démantèlement nucléaire. Nous ne voulons pas utiliser cette législation, mais nous devons assurer la sécurité du public britannique. Shapps a affirmé que la nouvelle législation est une réponse de bon sens à la vague d'agitation industrielle. Mais les syndicats ont averti les ministres que si elle devenait une loi, elle pourrait empoisonner les relations industrielles et conduire à davantage de débrayage. Ils ont également déclaré que des employés indispensables pourraient être licenciés s'ils exercent leur droit de grève. Le projet de loi pourrait prendre des mois pour devenir une loi et être contesté devant les tribunaux. Les travaillistes ont déclaré qu'ils abrogeraient la législation s'ils arrivaient au pouvoir lors des élections générales prévues l'an prochain. Et le chef de la plus grande alliance militaire du monde a émis un avertissement disant qu'il ne fallait pas sous-estimer la Russie alors que le pays mobilise davantage de troupes pour la guerre en Ukraine. Nous avons vu que la Russie a subi de grosses pertes en Ukraine grâce aux courageux soldats ukrainiens et au professionnalisme et au dévouement des forces armées ukrainiennes. Mais nous ne devons pas sous-estimer la Russie. Elle mobilise davantage de troupes et travaille dur pour acquérir plus d'équipements, plus de munitions. Et elle démontre être prête à souffrir mais à continuer la guerre. Et il n'y a aucune indication que le président Poutine ait changé l'objectif global de sa guerre brutale contre l'Ukraine. Donc nous devons être prêts pour le long terme. L'avertissement de Stoltenberg a été lancé alors que l'OTAN et l'UE ont signé leur 3e déclaration de coopération. Il a dit que cette déclaration porterait leur partenariat à un niveau supérieur, à l'heure où les défis sont nombreux. La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a déclaré que l'Union européenne continuerait à faire pression sur Moscou pour mettre fin à la guerre. Elle a également promis d'étendre les sanctions aux pays qui soutiennent la Russie, incluant la Biélorussie. Elle a ensuite répondu à une question sur la fourniture de chars de combat occidentaux à Kiev. Elle a convenu que les Ukrainiens devraient recevoir tout le matériel militaire dont ils ont besoin. Mais la Russie n'est pas la seule menace qui pèse sur l'Union européenne et l'OTAN. La déclaration cite également l'affirmation croissante de la Chine et de ses politiques.
Et en parlant des manœuvres de la Chine, hier, le patron de TikTok, Zhu Zhiqiu, était à Bruxelles. Il a rencontré la commissaire européenne chargée des valeurs et de la transparence, Vera Jourova. Selon la Commission européenne, on peut s'attendre à ce que les deux hommes discutent de la protection des données personnelles. Ils pourraient également aborder la mise en œuvre de la loi sur les services numériques de l'Union européenne. Zhu devrait également rencontrer le responsable antitrust de l'Union européenne, le commissaire européen à la justice et le commissaire aux affaires intérieures. Cette série de réunions intervient un jour après que le commissaire au marché intérieur a déclaré que la société chinoise de médias sociaux devait respecter les règles de l'Union européenne. Il s'agit notamment d'exigences de transparence concernant ces algorithmes. Que se passerait-il si la Chine envahissait Taïwan ? Quelles seraient les conséquences d'une guerre avec la Chine pour les États-Unis ? Un important groupe de réflexion de Washington a publié un rapport sur les simulations de tels scénarios de guerre. Le groupe de réflexion du Centre d'études stratégiques et internationales, basé dans le district de Columbia, a conçu un jeu de guerre simulant une invasion chinoise de Taïwan. Il a modélisé une invasion amphibie de Taïwan en 2026 et l'a exécuté 24 fois dans une variété de scénarios. Voici leurs trouvailles. Dans la plupart des circonstances, il est peu probable que la Chine réussisse à atteindre ses objectifs opérationnels d'occupation de Taipei. Et deuxièmement, les coûts de la guerre seraient élevés pour toutes les parties concernées, comme l'a dit Marc, y compris certainement pour les États-Unis. En commençant par l'aspect opérationnel, les défis auxquels la Chine est confrontée en cas d'invasion sont graves. Le rapport souligne que Taïwan est susceptible de maintenir son autonomie dans le cas d'une invasion chinoise. Mais 4 conditions critiques doivent être remplies. Premièrement, Taïwan doit résister. Si Taïwan capitule immédiatement après l'invasion, comme l'ont fait le Danemark ou la Thaïlande pendant la Seconde Guerre mondiale, les États-Unis ne peuvent rien faire pour inverser cette capitulation. Deuxièmement, les États-Unis doivent rapidement engager leurs propres forces dans des opérations de combat directes contre la Chine. S'il n'y a aucun engagement américain, nous estimons qu'il faudrait environ 2 ou 3 mois à la Chine pour conquérir Taïwan si celle-ci résiste au mieux de ses capacités, mais la victoire sur le parc chinois est inévitable. Les 2 autres conditions sont que les États-Unis doivent mener des opérations à partir de leur base au Japon et que les États-Unis doivent avoir suffisamment de munitions anti-navires. En ce qui concerne les pertes, le rapport indique que les États-Unis et leurs alliés perdraient des dizaines de navires, des centaines d'avions et des dizaines de milliers de membres des forces armées. Les bases de Guam seront juste généralement détruites dès les premières heures de la guerre par des missiles balistiques chinois à portée intermédiaire. Et ensuite, dans toutes les parties, sauf 5, la Chine a attaqué des bases américaines au Japon, amenant souvent le Japon dans la guerre. Le rapport indique qu'une telle invasion entraînerait également de lourdes pertes pour la Chine et qu'un échec dans l'occupation de Taïwan pourrait déstabiliser le pouvoir du Parti communiste chinois. Selon le général David Deptula, retraité de l'armée de l'air américaine, les États-Unis doivent faire preuve de créativité pour dissuader une invasion chinoise. Je crois qu'il serait extraordinairement imprudent, du point de vue de la dissuasion, de céder un sanctuaire à la RPC avant tout conflit en déclarant les attaques américaines contre la Chine continentale hors de question. Sur la base de son rapport, le groupe de réflexion affirme que les États-Unis devraient renforcer immédiatement la dissuasion. Et à l'intérieur de la Chine, le mécontentement gronde. Des milliers de personnes ont affronté la police dans une usine de fabrication de kits de tests Covid à Chongqing. La raison ? Des salaires impayés et des licenciements massifs. Un reportage signé Tiffany Meyer de NTD. Conflit dans une usine de kits de tests de Covid-19 à Chongqing, métropole du sud-ouest de la Chine. Des milliers de travailleurs ont affronté la police au cours du week-end. Des images en ligne montrent des travailleurs jetant divers objets sur les officiers et les forces de police fuyant les manifestants en colère. Le conflit intervient alors que 8000 travailleurs ont été licenciés par un fabricant local de médicaments. Pendant la pandémie, l'usine était un gros fournisseur de kits de dépistage du Covid-19 et 10 000 employés y travaillaient. Mais lorsque Pékin a brusquement abandonné sa politique de zéro Covid-19, les tests de masse et les quarantaines ont également pris fin. Un travailleur a expliqué en ligne que l'usine n'a, je cite, « plus aucune commande et a commencé à licencier des gens ».
Un autre travailleur de l'entreprise nous a dit qu'il avait le sentiment que le personnel était traité de manière injuste, mais leurs appels ont été ignorés. L'argent était là, avec un haut-parleur, il criait des choses comme « Vous partez quand je vous le dis, ne causez pas de problème », juste des mots très arrogants. Bien sûr, tout le monde est en colère, on ne pourra pas le raisonner. Les employés, enragés par des salaires impayés et une mise à pied soudaine, ont abandonné les quarts de travail et ont manifesté. Plus tard, ils ont détruit des machines et des installations de travail. Par la suite, des kits de tests pour le Covid-19 jonchaient le sol. Pour apaiser la colère, l'usine a promis de payer les salaires de décembre et janvier. Mais elle est revenue sur cet accord après la dispersion des manifestants, accusant ces derniers de menacer les responsables de l'usine. Ailleurs, dans le sud de la Chine, une manifestation similaire a éclaté dans une usine locale de plastique, déclenchée par un conflit sur les salaires et les licenciements. Des fonctionnaires de la ville de New York sont-ils liés à des agents du régime communiste chinois? Un événement organisé pour le réveillon du Nouvel An à Times Square suscite des inquiétudes après l'apparition d'un fonctionnaire de Pékin pendant les festivités. Ce fonctionnaire est Huang Ping, le consul général de l'ambassade de Chine à New York. Il est connu pour être un fervent défenseur de Pékin et un partisan de l'idéologie communiste du leader du PCC Xi Jinping, baptisé « socialisme avec caractéristiques chinoises ». Il défend également le régime contre les accusations de violation des droits de l'homme. Wang s'est exprimé à Manhattan lors de l'événement Hong Kong Rocks. Il a souhaité une bonne année aux participants et les a incités à visiter la Chine. Le tout sur fond de spectacles de danse et de musique à grand spectacle, auxquels s'ajoute un cirque de kung-fu, une édition spéciale du foulard d'un célèbre créateur de mode, des assiettes de dim sum et du thé au lait à la mode de Hong Kong. Organisé par la Times Square Alliance, l'événement a accueilli, dit-on, plus de 100 invités et dignitaires du gouvernement, des cercles diplomatiques, commerciaux et universitaires, et des communautés de voyageurs de New York. Ces détails proviennent d'un communiqué de presse du Bureau économique et commercial de Hong Kong de New York. Mais c'est là que le bas blesse. Le document énumère les entreprises et les groupes qui contribuent à l'événement. Plusieurs d'entre eux ont des liens étroits avec les médias contrôlés par l'État chinois et le principal département de propagande de Pékin. C'est une toile de fond curieuse pour cet événement inspiré de Hong Kong, alors que la ville elle-même a vu naître un mouvement pro-démocratique depuis 2019. Cet été-là, des manifestations ont éclaté dans la ville à la suite d'un projet de loi d'extradition soutenu par Pékin. Les opposants ont déclaré que cette mesure aiderait Pékin à supprimer et à contrôler la dissidence dans la ville et à repousser les libertés telles que la liberté de la presse et de réunion. Et pour terminer, allons à Rome découvrir la nouvelle exposition qui présente des peintures sur pierre datant des XVIe et XVIIe siècles et comprenant l'un des cabinets les plus précieux au monde. Andrew Thomas de NTD nous emmène à la galerie Borghese. La galerie Borghese de Rome réunit des œuvres provenant de nombreux musées et collections italiens et étrangers. Le peintre italien Sebastiano del Piombo a inventé l'art de la peinture sur pierre après le sac de Rome en 1527. Des mois de pillage et d'anarchie s'ensuivirent. Del Piombo a donc commencé à peindre sur des matériaux autres que la toile, qui seraient plus résistants à la destruction. La nouvelle méthode de Del Piombo a permis de donner une durée à la peinture s'apparentant à celle de la sculpture. Les sources du XVIe siècle nous disent que ce choix était orienté vers la conservation, presque vers l'éternité des œuvres. Sebastiano del Piombo a vécu le sac de Rome, cette terrible expérience des œuvres perdues lorsque les lansquenets étaient à Rome. Et il a donc inventé cette technique précisément pour donner aux œuvres une chance de plus grande durabilité. Parmi les œuvres les plus précieuses de l'exposition, l'œuvre la plus importante est le cabinet Borghese Windsor. L'œuvre révèle l'importance accordée aux pierres précieuses à cette époque. Il était essentiel de choisir la bonne pierre et je pense que ce qui nous a échappé et dont nous ne savons pas grand-chose, c'est la coopération qui devait exister entre les tailleurs de pierre et les peintres. Un antiquaire anglais a acheté le cabinet en 1821, puis l'a vendu en 1827 au roi George IV. Celui-ci l'a offert au château de Windsor, où il est resté pendant plus de 130 ans. Le cabinet Borghese a fait partie des collections royales britanniques jusqu'en 1959, date à laquelle il a été vendu. En 2016, le musée Getty de Los Angeles a payé un prix record pour accueillir le précieux meuble.
L'œuvre a été vendue au musée américain chez Sotheby's à Paris pour 2,5 millions d'euros. Mais la pierre elle-même pourrait avoir été moins chère qu'on ne le pensait. Le cabinet Borghese est de loin l'objet le plus précieux de l'exposition. Et ce que nous avons découvert pendant les recherches pour l'exposition, c'est que souvent ces pierres n'étaient pas aussi chères que nous le pensions. Une merveille intemporelle. Les peintures sur pierre à Rome du XVIIe siècle sont présentées jusqu'à fin janvier. Andrew Thomas, NTD Actualité. Ainsi s'achève cette édition. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve demain à 20h pour un nouveau journal. En attendant, je vous souhaite une excellente soirée sur NTD.